GSS. Donc, vous avez mal aux jambes, il y a droit. Vous avez suivi comme tout le monde les incessantes polémiques médiatisées autour des questions de genre. C'est un terrain extrêmement miné. Ça fait 2-3 ans qu'on parle beaucoup de ça. Il y a des polémiques de droite, de gauche, des cathos, des fachos, des communistes, des l'EPS, l'UEP, tout le monde s'en est, bref. Tout le monde y va de sa chansonnette, ça a beaucoup fait de bruit aussi dans les rues, comme vous le savez, à l'occasion du mariage pour tous. Mais ce n'est pas fini. Les milieux intéressés par l'obstruction et le rétropédalage culturel et politique, notamment de très à droite et de très catho, sont toujours très actifs là-dedans. Et ce n'est pas fini du tout. On verra. Bref, outre ces incessantes polémiques médiatisées autour des vraies ou supposées questions de genre, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. On entend parler de théorie du genre, ce serait tellement terrible et déconstructeur, et ça détruirait la famille, la société, le monde de demain, c'est l'antéchrist qui descend, enfin bref. La théorie du genre, comme on l'appelle, au sens plus tard, mais absolument pas nouvelle, ça a quelques décennies sur le dos, et de toute façon, ce n'est pas du tout un problème théorique dont on va parler. On va parler de la pratique du genre, justement pratiquée par ces gens-là qui se défendent tellement contre une soi-disant théorie du genre. Ces gens qui pratiquent, et d'ailleurs aussi une théorie très précise, une idéologie très précise sur le genre, qui essaie de nous imposer depuis des décennies. On va essayer de décortiquer un petit peu ça. Et c'est quelque chose qui plombe nos vies à nous tous et nous toutes depuis des décennies. Nous, en tant que personnes transgenres, nous sommes loin d'aller se concerner, on est tous concernés par ça. Une petite illustration. Imaginez, vous êtes gaucher ou gauchère, je ne sais pas s'il y en a dans la salle pour nous. Vous ne pouvez pas le cacher, on l'écrit tous les jours, c'est ce que c'est. Et pour ça, c'est même pas besoin que ce soit marqué dans le papier, on va voir. Mettons, signé de la main gauche, voilà, vous êtes couché, couchère. Admettons que vous êtes dans ce cas, et à cause de ça, on vous refuse les choses suivantes. L'embauche à quasi tous les emplois, vos droits maritaux, familiaux et parentaux. Par exemple, si votre partenaire décide de divorcer, ce sera systématiquement à votre tort, et vous n'aurez jamais la garde de vos enfants, juste parce que vous êtes couché ou cher. On vous refuse le droit de séjour si vous êtes étrangère ou étrangère, migrant ou migrante. On vous refuse jusqu'au droit de vote. On refuse des soins médicaux, tout en vous renvoyant vers un psychiatre qui devrait vous guérir, entre guillemets, d'être gaucher ou gauchère, en vous imposant un parcours, encore une fois, entre guillemets, médical, prédéfini et destructeur, qui mènera à votre stérilisation forcée. J'ai failli mettre, pour rester en image, qui mènera à vous faire couper la main gauche pour vous écrivez l'implant. Enfin, ce serait un peu forcé comme image, mais voilà. La stérilisation, c'est réel, vous comprendrez. Ça vous semble inimaginable comme scénario, et c'est pourtant ce que vivent les personnes considérées comme transgenres aujourd'hui, en 2014 en France. Pas qu'en France d'ailleurs, mais particulièrement en France. Voilà. Donc ça, c'est pour dresser un peu le tableau du côté transidentité. Maintenant, on va poser quelques repères. Donc, je passe la parole à Léa. Bonjour. Oui, donc en gros, le système politique et social dans lequel on vit tous repose sur... Enfin, il repose pas, mais il nous véhicule et il nous impose une vision binaire des choses. En gros, il y a l'homme, Rambo, Stallone, musclé, hétérosexuel, etc. Et la femme, avec pas de grosses variations non plus, assez proche de Paris Hilton. C'est un petit peu... Barbie. Barbie, oui, tout à fait. Barbie-Ken, voilà, c'est vraiment ça, c'est Barbie-Ken, quoi. Donc ça, c'est le modèle tel qu'il est présenté et tel qu'il est admis comme une évidence, une soi-disant évidence, comme quoi il y a Ken et Barbie.
Sauf que si on regarde un peu tous autour de nous, il suffit juste de regarder. Il n'y a pas que des Ken, il n'y a pas que des Barbie. Il y a beaucoup de Ken qui sont différents, il y a beaucoup de Barbie qui sont différentes. Et si on creuse un peu plus loin, on se rend compte que juste Ken et Barbie, ça décrit assez mal en fait ce qu'on a l'habitude de considérer comme le genre. Le genre, ça dépasse juste le fait de Ken ou Barbie. Le genre, c'est un ensemble de comportements sociaux, d'attentes sociales, de la façon dont nous on se perçoit, de la façon dont les gens nous perçoivent. C'est un ensemble assez riche d'interactions entre les personnes et entre les groupes sociaux. Et ça, c'est un modèle qu'on ne peut pas appréhender juste avec Ken et Barbie. Il y a un bon moment, ça a commencé en 69 par Robert Stoller, qui a commencé un peu plus casser cette grille d'analyse barbicaine pour arriver à quelque chose de plus riche. Et ça a été le premier à amener déjà une séparation déjà de 3 éléments distincts, à savoir le sexe, ce qu'on a entre les jambes, l'orientation sexuelle, je caricature, on détaillera après, l'orientation sexuelle, par qui je suis attiré, quelles sont les personnes qui m'attirent, avec lesquelles j'ai envie d'avoir des relations intimes, et le genre, donc en gros la façon dont je m'exprime ou me perçois. C'est juste une seconde, ces repères sont expliqués plus en détail sur la C'est plus en détail sur la feuille. Je vous explique un peu les termes. Par-delà le fait que déjà on peut distinguer ces 3 composantes, ces 3 composantes ne sont pas si liées que ça. On peut avoir énormément de combinaisons entre ces 3 composantes, en fait toutes les combinaisons sont possibles. Mais même plus que ça, chacune de ces 3 composantes, en fait, elle est extrêmement variable et il y a une très grande diversité dans les gens qui nous environnent. Si on regarde ne serait-ce rien que l'expression de genre, si on veut se concentrer par exemple que sur les mecs, vous regardez l'ensemble des mecs qui est autour de vous, en général dans la rue ou dans la société ou qui nous entoure, même là, il y a plein d'expressions différentes. C'est assez variable. Pareil sur la forme du corps, si on regarde la forme du corps, il y a plein de formes du corps qui sont variables. C'est valable aussi pour l'entrejambe, c'est très variable. Pareil pour l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, il y a beaucoup de variations. On a tendance souvent à juste, là il y a homo, hétéro, mais en fait il y a beaucoup de gradations en fait. Si on va plus loin, on va dans les bi, les pansexuels, les hétéro-curieux, les hétéro-flexibles, tout est sur des échelles relativement variables, et juste avoir un point de vue avec 2 cases, ça ne permet pas d'appréhender de façon vraiment réaliste la réalité des choses. Donc ça c'est un peu le cadre de base. Et il y a un élément aussi, c'est que, notamment sur la question du genre, donc la façon dont en gros, le sexe social, toute la composante sociale de la dimension genrée de nos vies, en fait, c'est un élément qui est variable dans le temps et l'espace. Si on regarde en Allemagne, en Inde, aux États-Unis, être un homme ou une femme, ça n'a pas la même signification, ça ne se passe pas du tout pareil. Même déjà rien qu'en France, suivant les régions, il y a beaucoup de variations. Donc c'est variable dans l'espace, pas l'espace aussi, l'espace géographique, mais aussi dans le temps. Il n'y a même pas besoin de remonter jusqu'à très très loin, il y a pas mal d'études récentes, ne serait-ce que rien que la notion de faire une distinction très claire et très marquée entre hétérosexualité et homosexualité, c'est déjà un concept qui est relativement récent au regard de l'histoire. Pour remonter jusqu'à vraiment très loin, dans l'Antiquité grecque, dans cette période-là, le premier marqueur social, c'est libre ou esclave. Les autres marqueurs sont bien en second plan par rapport à ce marqueur. Donc ça, c'est ce qui donne un petit peu le cadre. Juste pour la petite histoire, c'est Toujours intéressant à savoir, un dictionnaire médical anglais de 1926, ça n'a pas un siècle d'âge, définissait hétérosexuel comme quelqu'un de normal, mais à la sexualité débridée. Ce qu'on appellerait aujourd'hui érotomane ou nymphomane, selon si c'est masculin ou féminin.
hétérosexuel était quelque chose de négatif, de maladif, mais normal. Il n'y avait pas de terme autre que normal pour ce que nous appelons aujourd'hui hétérosexuel. Et homosexuel était la même chose, mais anormal. Donc on voit très bien que les concepts, les idées ne sont pas très vieux, très vieilles. L'idée qu'on a aujourd'hui de l'hétérosexualité et de l'homosexualité est un produit d'après-guerre. Ça ne date pas de plus loin que ça. C'est tout ce qu'on vient. Et ça fait une transition parfaite parce que du coup ça amène exactement le point qui manque à ce qu'on pourrait donner comme une définition, c'est une approche de la question du genre, c'est qu'il y a une dimension dont je vais pas parler sur la question du genre, qui est justement la question de la hiérarchisation. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment, en gros, toutes les personnes sont classées sur une sorte d'échelle de valeurs, et toutes les personnes qui dévient du modèle Ken Barbie vont être stigmatisées ou dévalorisées dans des échelles de hiérarchisation et de valeurs. Et plus on s'écarte du modèle Ken Barbie, plus on va être rappelé à l'ordre sur le modèle Ken Barbie, soit discriminé, soit refuser l'accès à des droits, soit voire même battu, violé, tué, mutilé, etc. Et ça, c'est la dernière composante du système de genre, qui est la hiérarchisation.